Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur l'insécurité dans le pays. Du sud au centre jusqu'au nord du pays, attaques, enlèvements et assassinats sont devenus le quotidien des Maliens. Même la capitale du Mali n'est pas épargnée, regrettent certains Maliens. Nos invités sur ce plateau, Boubacar Bokoum, analyste, Al-Mustafa Maïga, sociologue, Balan Diakité, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. On assiste à de plus en plus d'attaques, d'enlèvements, d'assassinats. Je vous propose un récapitulatif des événements. Les derniers cas en date a été signalé ce matin selon des sources citées par l'AFP. Un ancien officier des services secrets slovaques a été enlevé à son domicile privé de Bamako le mardi dernier. Lubos Kosik s'est exilé au Mali depuis 2017 suite à des problèmes de justice avec son pays d'origine. Le corps sans vie d'un soudeur apprenti de 22 ans a été retrouvé dans sa famille à Kado Bougouni, un quartier périphérique de Bamako. Selon les témoins, la victime s'appelait Moussa Koulibaly, originaire de Niamakoro, un autre quartier de la capitale. Toujours dans la capitale, le directeur de l'Institut islamique de Missira en commune D du district a été assassiné le samedi dernier. Selon des témoins, l'imam Abdul Aziz Yatabari quittait la mosquée de Sougounikoura après la prière de l'aube lorsqu'un individu l'a poignardé avec un couteau. Le coordinateur de l'ONG Al-Farouk, Ibrahim Kantao, a été enlevé puis séquestré dans une habitation à Sotiba. Ces événements se sont déroulés à mi-septembre. Il a été libéré après 2 semaines de détention, sain et sauf. Interpellé par ces faits, la direction régionale de la police n'a pas souhaité réagir. Toutefois, elle affirme œuvrer pour la sécurité des populations. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Bokoum. Quelle analyse faites-vous de cette situation, précisément la situation sécuritaire dans la capitale? Il est important de comprendre aujourd'hui que la situation sécuritaire, on ne peut même pas parler de sécurité au Mali aujourd'hui. Pendant très longtemps, nous avons interpellé les autorités pour leur dire qu'il ne faut pas qu'ils se focalisent sur le nord du Mali en disant juste que ça concerne le nord du Mali. Et nous avons vu les choses venir, on a avisé, et on ne nous a pas écoutés, c'est venu au centre et aujourd'hui on est à Bamako. Et ça aussi, on avait dit que c'était encore à Bamako en gestation. Donc du coup, il faut comprendre que nous n'avons pas un État aujourd'hui capable de structurer une structure de défense. Personne n'est en sécurité aujourd'hui au Mali, que ce soit de Kidal jusqu'à Kay. Aucune personne aujourd'hui ne se trouve en sécurité. Donc du coup, je ne vois pas aujourd'hui quelle est la vision stratégique que l'État du Mali a par rapport aux problèmes sécuritaires. Donc c'est un laisser-aller où chacun se débrouille comme il peut, chacun se défend comme il peut. Donc aujourd'hui, la rhétorique, ce qui me fait encore très peur dans cette situation, j'ai écouté une réplique du monde musulman face à l'assassinat de Yatabari. Donc ça remonte à une situation où le monde islamique, qui est une force réelle dans ce pays, même si voilà, il y a des choses à dire, il est important de comprendre qu'une fois que cette communauté est frustrée et que cette communauté veut aller à une forme d'organisation d'autodéfense parce que l'État ne les projette pas suffisamment et il se voit en insécurité, on risque de voir une chasse à la sorcière aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aura pas un stigmate qui va s'installer? Est-ce que nous-mêmes, qui ne sommes pas des homosexuels, si on n'est pas admiré ou aimé par quelqu'un, il n'y a pas le risque qu'on dise que tu es un homosexuel dans la rue et tu risques de te faire tuer. Donc on est dans une situation vraiment catastrophique où on ne sent pas du tout l'existence de l'État, où l'État n'envoie aucun message clair pour rassurer la communauté. D'accord. Et vous, M. Diakité, votre point de vue par rapport à ces événements? Alors, pour nous, les politologues, enfin, on part du principe que l'existence même de l'État se justifie par un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a un consensus au départ entre les individus qui se mettent d'accord sur la base d'un certain nombre de règles juridiques qui vont fonder l'existence de l'État. Et à partir de là, l'État doit assurer un certain nombre de choses, telles que garantir la sécurité aux citoyens, permettre également la paix, la stabilité
stabilité entre les citoyens. Ce que nous remarquons au Mali depuis, bien évidemment, 2012 jusqu'à maintenant, c'est que la sécurité, elle est quasi inexistante au Mali. Et au départ, on se disait que c'était dans le nord du pays, et avec le temps, il y a une dégénérescence de la situation. Juste en 2017-2018, ce que l'on considérait être une rébellion dans le nord du Mali s'est transformé à une sorte de crise intercommunautaire, et maintenant on constate même que il y a une stigmatisation, un début de stigmatisation d'une communauté qui est la communauté musulmane, sous prétexte que cette communauté, elle est tout simplement opposée à un projet de régularisation de la situation des homosexuels dans ce pays. Et là, il faudrait bien évidemment que l'État prenne des mesures nécessaires pour stopper cela, parce que si ça continue comme ça, finalement, on va se retrouver dans le trou. D'autant plus que nous sommes déjà dans le trou depuis 2012. D'accord. Et vous, M. Maïga, votre observation? Merci beaucoup pour l'invitation. Je recadre juste ma présentation. Moi, je suis pharmacien, biologiste, mais j'ai été recommandé par les socio-anthropologues parce que Alors, toutes nos excuses alors. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Non, juste pour vous dire un peu, comme les autres collègues l'ont dit, en réalité, l'insécurité au Mali, elle est grandissante et elle est diverse et elle est due à beaucoup d'autres facteurs. Je rebondis juste sur la situation des homosexuels parce que je suis très interpellé et je pose toujours la question aux gens: qui est homosexuel? En réalité, en République du Mali, tout le monde est homosexuel, personne n'est homosexuel. Et donc, et qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'homosexualité, vous savez, moi je suis un acteur de lutte contre le VIH-Sida, et dans le VIH-Sida, on s'est dit, si on veut éliminer le VIH-Sida, aujourd'hui, je donne juste l'exemple, on ne peut pas éliminer, exclure des gens. Et quand on veut identifier les populations homosexuelles aujourd'hui, qui est-ce qu'on va pointer du doigt? Il n'y a pas un individu qu'on va pointer du doigt. On stigmatise certaines personnes parce qu'ils ont certains comportements et on se dit qu'ils sont des homosexuels. En réalité, les homosexuels, c'est tout le monde parce que les gens ont une vie cachée, une vie sexuelle cachée, ils ne peuvent pas le montrer. Quand on revient sur l'insécurité aujourd'hui en République du Mali, il faut redéfinir les choses. Il l'a dit sur le plan moderne, mais la sécurité, depuis les temps, on est dans un mode de vie. Et ce mode de vie, c'est hiérarchisé et c'est canalisé par des règles, des lois depuis nos royaumes, depuis la nuit des temps. Et ceci, personne n'ose les transgresser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à Bamako? Qu'est-ce qu'on voit au Mali? Il y a des super-hommes, il y a des gens qui se permettent de tout, il y a des gens qui se disent qu'ils sont au-dessus de la loi. Et quand on est au-dessus de la loi, ça favorise aussi l'insécurité. Personne, on n'est pas en train d'analyser ce système. Et quand on se dit, je donne juste l'exemple des personnes qu'on arrête dans la circulation. On t'arrête dans la circulation à Bamako, on contrôle le véhicule, on te dit soulève le truc, tu soulèves et puis il n'y a rien, on ne contrôle rien. Tu peux avoir de l'arme cachée, tu peux avoir tout caché, mais il n'y a pas de contrôle. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que l'État forme, l'État arrive vraiment à mettre les règles de base, c'est vraiment basique, les règles de base pour la sécurité. On doit revenir sur les règles de base aujourd'hui. Et selon vous, quelles peuvent être ces règles de base? Ces règles de base, c'est le respect des règles et des lois qui sont en République du Mali. Ça, c'est le minimum. Tout le monde doit respecter ces règles-là. Et ces règles, aujourd'hui, le mode de vie, le respect, je donne juste le respect de la vie privée, le respect du code de la route, le respect le mode de vie. On doit respecter ces règles de base. Et toute personne, il faut qu'il y ait de la justice. Et aujourd'hui, on n'a pas de justice parce qu'on se dit qu'on est au-dessus de la loi. Et donc, si on ne revient pas sur ces règles de base, on ne peut pas lutter contre l'insécurité en République du Mali. Oui, vous voulez réagir, M. Diakité? Oui, allez-y, M. Boku. D'accord, je voulais juste rebondir pour que, en fait, quand il parle de l'analyse du problème sécuritaire, ce qui est important d'analyser dans une sécurité par rapport à un pays, c'est l'assise économique. Un pays qui n'a pas d'économie ne peut en aucune façon parler de sécurité. Donc, un État sérieux se voudrait bien de structurer d'abord l'économie.
Et là, la redistribution de l'économie dans un contexte d'équité permet d'influer sur les autres secteurs, notamment l'éducation. Parce que quand il fait allusion au comportement, c'est quoi? C'est l'éducation citoyenne. Et quand il n'y a pas un modèle en face, quand il n'y a pas une justice qui est distribuée de façon équitable, les gens se sentent frustrés et ils sont obligés de se défendre comme ils peuvent. Ça veut dire qu'au niveau de la fonction publique, vous avez des gens qui trichent, la corruption, elle est patente et l'État ne fait rien pour arrêter cette saignée. Donc, à un moment donné, quand vous voulez exiger un bon comportement de vos compatriotes, il faut que vous donnez non seulement l'exemple et que vous leur donnez leur dû. Quand vous regardez cette série de grèves intempestives auxquelles nous assistons ces derniers temps, ça veut dire quoi? Socialement, les gens le vivent très mal. Ça veut dire que la réduction de l'économie, de la richesse ne se fait pas comme cela se doit. Donc, du coup, si le train de l'État, je vois récemment le Premier ministre en train de faire une petite com pour dire qu'on est en train de diminuer le train de vie de l'État, mais en fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'aller à grande échelle, de comprendre même l'économie malienne aujourd'hui, elle est structurée comment et quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour créer de la valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les économistes maliens font, c'est en fait du racket, c'est de la ponction sur l'existant. Chaque compartiment de notre système économique qui rapporte de l'argent ou qui est même en difficulté d'épanouissement, c'est dans ses poches que l'État va aller puiser pour aller à ses dépenses. Alors que les économistes auraient dû réfléchir à un mécanisme plus adéquat qui permette effectivement de créer de la valeur ajoutée. Nous sommes dans un système aujourd'hui où nous importons plus que nous ne produisons. Donc, du coup, si on ne règle pas le facteur de la production locale pour occuper nos concitoyens, cela absorberait le problème de l'emploi. Deuxièmement, ça donnerait la possibilité aux gens de vivre de façon décente. Et troisièmement, cela influerait sur les mécanismes politiques, sur les mécanismes économique et sur le mécanisme judiciaire. Et si cela n'est pas engagé, parce que l'État, en réalité, n'a pas de vision stratégique. On n'a pas, au niveau du Premier ministre, un plan de réflexion stratégique par rapport au problème global. Chaque fois, on est là en train de vouloir résoudre un petit problème qui se pose parce que c'est pertinent pour le moment. L'État réagit de façon spontanée sans aller dans la dimension Nous allons demander à M. Diakité de répondre à ces questions-là. Pas d'économie, pas de sécurité. En fait, bon, avant de revenir justement à l'aspect économique de la chose, j'aimerais bien m'attarder d'abord sur l'aspect institutionnel. En fait, la crise que nous avons aujourd'hui qui semble être sécuritaire, elle a commencé d'abord à être institutionnelle. Il faut comprendre que si nous regardons bien évidemment la trajectoire de la politique malienne depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, la constance dans notre société, c'est bien évidemment la faiblesse de nos institutions. Et quelque part même l'inexistence de ces institutions dans certaines parties de notre territoire. C'est ce qui a favorisé d'ailleurs l'installation des terroristes dans la partie septentrionale de notre pays. Et il faut comprendre également que dans un pays, les institutions sont là pour garantir non seulement la paix, mais aussi permettre aussi à tous les citoyens d'avoir ce qui leur revient de droit. Et nous sommes dans un pays où les institutions ne sont pas respectés. Cela est dû d'abord par le fait que ceux-là même qui représentent ces institutions ne donnent pas l'exemple, comme cela a été souligné tout à l'heure. Et donc, ce qui a entraîné finalement une idéologie chez les citoyens de ne plus faire confiance à ceux qui leur représentent, ce qui a abouti finalement à une sorte de crise politique, voilà, une crise démocratique, on va dire, puisque ceux qui nous représentent, on ne leur fait plus confiance. Alors, quand on ne leur fait plus confiance, finalement, c'est la démocratie qui se trouve en crise. Alors c'est ce qui a pour moi conduit finalement à cette crise d'insécurité, cette crise de sécurité qui aujourd'hui fait en sorte que nous sommes encore beaucoup plus centrés sur la question du centre et du nord. On oublie un peu le sud, alors que même au sud, finalement, personne n'est en sécurité. On a vu ce qui est arrivé avec l'imam tout à l'heure. Donc le fait même de parler sur
sur un plateau, ça devient en fait un problème parce que le fait d'exprimer une opinion, finalement, on craint à la sortie de croiser un individu qui risque de nous poignarder dans le dos. Donc là, la liberté même, elle est mise en danger. Pourtant, la liberté, comme disaient déjà ceux-là qu'on considère être les précurseurs même de la théorie du constitutionnalisme, c'est-à-dire que la liberté, c'est pour les citoyens le bien le plus précieux. Et aujourd'hui, nous sentons que notre liberté est menacée parce que nous ne sommes pas du tout en sécurité. Donc il faut déjà revenir à cette question et que l'État fasse de ce sujet une priorité. D'accord. Et vous, M. Maïga? Oui, non, je partage complètement l'avis parce que moi je reviens sur les deux aspects. On a l'aspect institutionnel et l'aspect économique. Et ces deux sont intimement liés en fait. Et aujourd'hui, on voit qu'en République du Mali, moi je ne dis pas qu'il y a une crise politique parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont été élues, c'est nous qui les avons élues, si on peut se permettre de le dire. C'est la population qui les a élus. Et c'est parce que, pourquoi on les a élus? Parce que c'est quelque chose qu'on nous a imposé. C'est un mode de choix qu'on nous a imposé. On n'a pas un autre modèle. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Cette démocratie, la façon dont on nous l'impose aujourd'hui, pose problème. On voit dans les pays africains qui commencent à émerger, les gens vont avoir d'autres arguments pour les critiquer. Je donne toujours l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, c'est un modèle pour moi en tout cas. C'est de la démocratie. Mais au Rwanda, je vous jure, mes collègues rwandais qui sont expatriés, quand ils reviennent au Rwanda, ils payent des taxes parce qu'ils ont les comportements qu'ils font dans les autres pays africains. Quand ils reviennent, ils veulent faire la même chose, ils payent des taxes. Tout le monde est sanctionné, tout le monde... Il n'y a pas de différence entre les gens. Donc je reviens juste pour dire que si aujourd'hui les jeunes, la population, ils n'ont rien à faire, les jeunes ils s'assoient, ils n'ont rien à faire, mais c'est tout à fait normal de développer un mode de survie. Et ce mode de survie, ça entraîne le braquage, ça entraîne l'insécurité, ça entraîne... Ce n'est qu'une infime partie de la chose. On ne peut pas voir la chose uniquement sur cet angle-là, mais c'est un facteur important aujourd'hui parce que si on arrive à développer, il l'a dit, le Mali n'a pas d'économie, mais il y a des pays qui sont comme le Mali qui s'en sortent et qui produisent. Le Mali a beaucoup d'atouts, mais le Mali n'est pas en train d'utiliser ces atouts-là. Le tourisme, aujourd'hui, il y a énormément, on est avec beaucoup de pays limitrophes qui développent beaucoup de choses que nous pouvons nous inspirer aujourd'hui pour développer notre richesse. Donc vraiment, je pense que, et je donne toujours l'exemple, je dis, pour l'immigration, on voit que les jeunes, ils rentrent dans les bateaux, ils vont mourir dans les trucs, mais je dis, même si nous laissons tous ces jeunes-là, l'Afrique immigrée de l'autre côté, les Européens ils vont revenir et on va vouloir immigrer ici en Europe encore. Il n'y a pas de secret, c'est juste le travail. Quand on va en Europe, la première chose qui te fascine, c'est le travail et c'est le sérieux. Et c'est ça qui manque ici. D'accord. Alors, oui, allez-y, M. Diakité. Je voudrais juste revenir à une chose que mon cher sociologue a souligné tout à l'heure. En fait, il estime qu'il n'y a pas une crise politique. Je trouve qu'il y a une crise politique parce qu'il y a une crise de la démocratie. C'est vrai que c'est un système, on dit qu'on nous l'a imposé, certes, mais la manière aussi d'appliquer ce système peut faire défaut dans un pays. Quand on regarde bien évidemment les élections présidentielles qui viennent de se passer tout à l'heure, voir comment est-ce que ces élections ont été émaillé de fraude et avec des vidéos à l'appui, on peut se poser effectivement des questions. Et se rendre compte également que l'opposition a bien évidemment contesté ces résultats jusqu'à combien de temps? Jusqu'à remettre même en cause la légitimité du président de la République. Là, on est en crise politique, je pense. On est dans une crise de démocratie et là, il faut aller justement vers une réforme institutionnelle puisque nous sommes dans une sorte de système institutionnel qui fait que même la séparation de pouvoir n'est pas une réalité dans notre pays. Pourtant, on ne peut pas parler de démocratie dans un pays si la séparation des pouvoirs n'est pas un fait. Aujourd'hui, le Mali, c'est un pays où tout le pouvoir appartient à un seul homme, qui est le président de la République. Donc ça, il faut que le système institutionnel change à ce niveau. En matière de théorie, dans les textes, on a l'impression que la séparation des pouvoirs est un fait, mais dans la réalité, c'est tout autre. Vous êtes convaincu de la réponse de M. Diakité? Oui, non, mais en fait, quand je dis la crise politique, en réalité, c'est cette démocratie qui n'est pas adaptée à notre contexte.
C'est ça. Et il faut qu'on accepte, que l'Afrique accepte, reformer et adapter la démocratie à notre façon de faire. Je donne l'exemple des États-Unis, c'est le pays le plus démocratique au monde aujourd'hui. Le président de la République, il est en faute, il est sanctionné, il n'y a pas de délai. Nous sommes des chercheurs, nous travaillons avec les Américains. Un Américain n'ose pas venir faire de la recherche chez toi en violant tes règles parce qu'il sait qu'il sera sanctionné chez lui. Et ça, c'est juste un exemple. Et je suis complètement d'accord sur... Pour en revenir à l'insécurité, d'accord. Oui, alors, Monsieur Bokoum, est-ce que diriez-vous que le pays va rester longtemps dans cette situation ? Aussi longtemps que l'État va dormir et que nos intellectuels restent dans cet état léthargique, oui. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? L'État n'est pas à l'écoute de la population. Il l'a dit tantôt, la crise politique est réelle. Le problème, ce n'est même pas le modèle démocratique qui pose problème. Une démocratie, ce n'est pas statique. On a un parlement, on a une dynamique politique à l'intérieur. Donc il y a une interaction qui voudrait que les textes et autres s'adaptent à une réalité visionnelle. Maintenant, quand un peuple est ramené à cette dimension de la non-réflexion et que le Parlement est considéré comme une boîte de résonance, où effectivement, comme il est dit, le partage de pouvoir n'est plus une réalité, donc cette dynamique disparaît. Donc vous diriez que ces frustrations-là sont l'une des causes de toute cette insécurité? Non, en fait, il faut que l'État même puisse exister dans un premier temps, de façon institutionnelle. Aujourd'hui, qu'on ne se cache pas, on n'a pas d'État. On a une machine qui est là, qui ne s'occupe que d'elle-même, qui ne s'occupe pas du Mali en réalité. Donc, une fois que le dialogue réel n'est pas établi, aujourd'hui, il ne faut pas décider à la place des Maliens. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'infantiliser le peuple malien. À un moment donné, il faut écouter pour comprendre cette insécurité. En réalité, le problème, il est quoi? Parce que quand il a glissé pour devenir une crise intercommunautaire, mais qui met en conflit qui? Mais c'est l'État. C'est l'inexistence de l'État sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas du tout normal. Le président de la République, il doit répondre devant la nation. Il est là pour ça. Il doit être présent, l'État doit être présent partout. De deux, entre les communautés, les difficultés communicationnelles qu'il y a entre les communautés. En réalité, le fondement des conflits communautaires, il est économique. Parce que c'est des intérêts économiques. Ce n'est pas entre un Peul et un Bobo, ce n'est pas entre un Peul et un Tamashek, ce n'est pas entre un Peul et un Dogon. C'est faux. C'est les activités économiques qui font qu'à un moment donné, il y a une collision d'intérêts. Et si l'État n'est pas là pour réguler, alors les gens ils vont aller à un règlement des comptes. Parce qu'un Peul qui estime que le pâturage dans lequel lui il devrait aller, le Bambara s'est installé là, il enverrait son bétail et l'autre va répliquer. Donc le conflit qui est là en train de l'entretenir, c'est l'État, c'est un manque de vision. Alors que nous avons des schémas opérationnels dans lesquels on peut tracer clairement l'espace de pâturage. On peut mettre clairement en valeur un espace d'agriculture. Mais c'est quand on a une vision de développement intégré qu'on peut mettre en exergue ces différents mécanismes pour éviter que les populations ne se confrontent. Alors, si l'État est absent et que l'État est incapable de mettre en place des mécanismes qui départagent les gens et qu'il est incapable de dire la justice, parce qu'en réalité, l'injustice est un grand facteur. Notre justice, quand aujourd'hui les magistrats sont partis en grève pour dire qu'ils sont en insécurité, mais l'insécurité, c'est quoi? Quand vous jugez, vous prenez par exemple l'exemple du foncier. Quand les gens sont en conflit pour leur terre, que leurs parents les ont laissés, comment vous voulez qu'un magistrat soit en sécurité alors qu'il a mal jugé un problème? Vous pensez que l'État du Mali, quel que soit l'État qui d'ailleurs qu'on peut citer, ne peut mettre un garde derrière chaque magistrat, chaque homme de droit? Ce n'est pas possible. Et la meilleure garantie pour avoir la sécurité, c'est d'être juste, de rendre la justice comme cela se doit et dans un grand équilibre. Et cela se répercute même sur le président de la République qui doit garantir quand même cette justice. Oui. Monsieur Maïga, oui, allez-y. Oui, non, moi je voulais dire que l'État même n'est pas en sécurité. Juste pour vous dire, parce qu'en 2012, on est allé tabasser le président de la République, n'oubliez pas. Imaginez jusqu'où on n'est pas en sécurité. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, il y a l'éducation qui est extrêmement importante dans un pays qui est complètement délaissé. 3 facteurs qui jouent sur l'insécurité. La justice, l'éducation et la santé. Parce que, vous voyez,
quand les gens n'ont pas droit à la santé aujourd'hui, quand les gens n'ont pas droit à l'éducation, quand les gens, il y a une justice sociale qui n'est pas là. Et donc, ça favorise complètement l'insécurité. Je voulais juste m'arrêter là, mais on va débattre d'autres choses. Oui, mais il y a beaucoup de mesures qui ont été établies pour la sécurisation de la population, que ce soit au sud, au centre, au nord. Mais la situation stagne toujours. Est-ce parce qu'on ne s'intéresse pas aux causes réelles du problème ou c'est quoi? Il l'a dit tout de suite. Il l'a dit tout de suite, c'est dans la plupart des cas, les conflits intercommunautaires, c'est les activités socio-économiques qui entraînent cela. Ça, c'est l'un des premiers facteurs. Mais je pense, à mon humble avis, pour vous dire que je suis originaire du Nord, nous avons toujours vécu en paix avec les autres communautés. Au Nord, on a essayé de mettre en conflit les Noirs avec les Touaregs, avec les Arabes. Il y avait des conflits et les gens se bagarraient, on se tuait là-bas. Mais en réalité, on a toujours vécu ensemble. Pour vous dire que nous, on a même des amis que nous on les voit à la télé, MNLA, tout ça. Mais quand on les appelle au téléphone, c'est du business. Ils nous appellent, on se prend, on se dit, mais mon cher, tu sais, on réclame juste notre part. Parce que si on ne fait pas ça, on n'aura pas notre part. Oui, M. Diakité. Alors, je reviens toujours à ma position concernant en fait la crise institutionnelle, d'accord? Parce que pour les juristes, quand on parle d'institution, en fait, l'institution, c'est de deux natures. Nous avons des institutions normes, c'est-à-dire les lois, et nous avons les institutions organes, c'est-à-dire les établissements ou les autorités publiques. D'accord? Donc, quand ils ont souligné tout à l'heure le fait que nous avons une absence totale de l'autorité de la loi, ça revient encore une fois de plus à ce que je disais tout à l'heure, une crise institutionnelle. Parce que la justice sociale, c'est d'abord le point de départ pour la paix dans un pays. D'accord? La paix, elle ne se décrète pas comme nos gouvernants ont l'habitude de le faire. On l'a vu depuis 1992 avec le pacte de la paix. On a toujours essayé en fait de négocier cette situation de rébellion dans notre pays avec des négociations, des signatures, des pactes signés, des accords signés, mais ça n'amène nulle part finalement. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la situation d'insécurité généralisée que nous avons aujourd'hui, ça a commencé effectivement avec cette crise de rébellion en 2012. Donc, mais actuellement, est-ce qu'on peut parler de banditisme? De banditisme, bien sûr, bien sûr. Quand on se fait poignarder dans le dos, voilà, pendant la nuit, au sud, c'est du banditisme. Quand pendant la nuit, ici même à Bamako, on ne peut pas en fait sortir pour aller dans certains quartiers, voilà, ça montre qu'il y a effectivement du banditisme également dans le pays. Et encore une fois de plus, je me pose la question si nos forces armées ou même ceux-là même qui sont censés nous donner au moins le sentiment de sécurité dans notre pays, si ceux-là même jouent pleinement leur rôle. Quand dans un pays, par exemple, quand vous êtes en circulation, je vous pose la question, entre un citoyen qui regarde le feu, s'il n'y a pas de policier pour brûler le feu, et un policier qui se cache pour que les citoyens ne le voient pas, afin que certains puissent brûler le feu pour qu'ils puissent les attraper. Entre ces deux, je me demande quelle est la différence entre ces deux. Donc, il y a vraiment une absence d'éducation civique dans ce pays qui touche pratiquement une majorité de nos populations, de nos concitoyens, auxquels l'État doit faire effectivement face. Et c'est qui résulte à toute cette problématique-là? Voilà, donc c'est un tout, c'est comme un système qui est là et il y a des éléments qui sont interliés. On commence par des institutions et quand ça ne va pas au niveau des institutions, dans la vie réelle, dans la vie sociale, c'est l'insécurité totale, d'accord? Parce que les institutions sont là pour s'interposer entre les individus. Si on revient par exemple à la question du centre, au lieu qu'un Peul s'en prend à un Dogon ou qu'un Dogon s'en prenne à un Peul, normalement s'il y a des tribunaux dans ces endroits-là, ils doivent s'adresser au juge. C'est au juge bien évidemment de statuer sur le cas en question. Mais s'il n'y a pas de tribunal ou si les agents des tribunaux eux-mêmes ont peur pour leur sécurité et qu'ils se retranchent dans leur maison, alors vous conviendrez avec moi qu'il ne peut pas y avoir de sécurité dans ces endroits-là. D'accord. Oui, monsieur Bokou. Je voudrais dire encore une fois de plus que tout ça, cette mauvaise éducation, ce mauvais comportement des concitoyens, tout ça, c'est l'État. En réalité, on ne peut pas demander à son enfant de s'auto-éduquer.
On a besoin toujours d'une chape qui est là, qui régule un certain nombre de choses. Vous allez voir un policier qui se comporte mal, vous allez le dénoncer où? Et pour quelle sanction? Vous n'aurez rien du tout. Alors, dès lors que vous avez un État qui est défaillant, qui n'est pas dans les règles, qui ne respecte aucune norme, qui est dans le copinage, donc comment vous voulez donner à nos enfants un modèle? Aujourd'hui, c'est celui qui vole aujourd'hui, qui s'est enrichi de façon illicite, qui roule dans une Prado, qui devient le modèle. Donc vous qui êtes sur votre petite moto ou un vélo, vous n'êtes pas respecté par vos enfants parce qu'ils regardent le voisin qui est dans une 4x4 alors qu'il est malhonnête, c'est un voleur. Donc tant qu'on ne ramène pas les choses dans leur contexte réel, pour dire voilà les mesures, voilà les leviers et voilà le modèle. Mais moi, quand j'ai regardé même... Mais est-ce que l'État est le seul à être blâmé? C'est pas que... Non, c'est comme il l'a dit tout à l'heure, c'est un tout. Mais attention, le tout, ça veut dire quoi? Ce n'est pas pour rien qu'on est élu responsable. Parce que quand vous avez votre enfant et que vous dites qu'il est mal élevé, posez-vous la question où était l'éducateur? Je parle sous le contrôle d'un enseignant. Donc on ne peut pas demander à un citoyen, parce que dans tous les pays du monde, cette forme de liberté, quand l'homme a lui-même, dans sa petite liberté, dans sa gestation, ça veut dire qu'il va aller dans tous les sens. C'est pourquoi on crée des normes. Et celui qui est chargé de la garantie des normes, je vous prends un pays comme la Corée du Sud. Ils en étaient où en 79 tout près, ou c'est un pays comme le Libéria qui les donnait des dons, qui les accompagnait. Alors, ils ont tout juste décidé de dire qu'il n'y aura plus de corruption dans ce pays. La Chine, c'est pareil. Quand vous enfreignez les lois, vous payez cash. Et chacun est dans leur rang. Donc, dans un pays où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de discipline, il n'y a aucun respect. Mais comment, même dans l'armée, il n'y a pas de discipline. Alors que l'armée est censée être la structure la mieux organisée où il y a plus de discipline. Si dans une armée, dans un pays déjà, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de respect de la hiérarchie, et les hommes méritants dans cette armée ne sont pas valorisés. On prend le fils d'un général ou le fils d'un colonel, on le brade de galon, on frustre cette armée. Donc, comment vous voulez avoir une armée efficace si déjà il n'y a pas d'équité à l'intérieur? Donc tous ces facteurs font que, mais ce n'est pas moi en tant que citoyen qui régule l'armée, ce n'est pas moi en tant que, quelle que soit ma volonté, je ne peux pas influer sur le système pour le mettre sur les rails. Mais un chef d'État, s'il décide aujourd'hui que la corruption va s'arrêter et qu'il décide de prendre un seul rapport du vérificateur général aujourd'hui, le mettre sur la table et sommer la justice d'aller à un exercice des droits, je suis sûr que beaucoup de choses vont s'améliorer. Mais moi, en tant que citoyen, j'interpelle qui va répondre, et s'il ne répond pas, j'ai quel moyen de recours? Donc, mes moyens sont limités. Vous et moi, nous en parlons aujourd'hui, nous parlons autour de nous, nous essayons de sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent, mais au fait, qui a le levier? C'est l'État. Donc, il faut que l'État s'assume. Oui, M. Maïga. Oui, je reviens sur la question du banditisme. Je pense que, effectivement, les gens ont profité de l'insécurité réelle, ce qui s'est passé au nord, pour vraiment mettre en place le banditisme. Ça a commencé par, déjà sur la route de Bamako-Gao. Vous voyez, la route, on braque les gens. Ce n'est pas des terroristes, c'est des bandits armés. On braque tout le monde. On ne peut pas partir, on n'a aucune sécurité pour se promener, pour quitter Bamako pour aller vers le nord aujourd'hui. La route pour aller à Gao, elle est complètement délabrée. Il faut faire 3 jours sur la route pour arriver à Gao. Voilà. Ça, c'est un exemple. Deuxième chose, quand vous partez à Gao, quand vous partez à Tombouctou, vous savez que les véhicules ne sont pas dédouanés. Les gens circulent librement comme ils veulent. Le gasoil, aujourd'hui, vous le payez ici à 600 et quelques 700. Mais à Gao et à Tombouctou, ça coûte 300 francs. Parce que ça arrive, ce n'est pas dédouané. Vous savez que tout ce qui arrive au nord aujourd'hui, donc c'est pour vous dire que l'État n'existe pas dans ces zones-là. Les véhicules ne sont pas dédouanés, il n'y a rien qui se fait. Mieux encore, nous qui faisons le dédouanement ici, est-ce qu'il y a un contrôle de la démographie aujourd'hui? Non. Quand vous voulez partir aux États-Unis, en Europe, on vous contrôle, on vous demande votre lieu d'habitation avec des documents, avec tout à l'appui. Aujourd'hui, à Bamako, est-ce que vous êtes capable de me dire exactement là où vous habitez et que je prends ma voiture pour me rejoindre chez vous? Non. Donc, on a un problème d'urbanisation, on a un problème de démographie, on ne contrôle pas et surtout cela favorise l'insécurité aujourd'hui.
D'accord. Voilà. Oui. Alors, pour parler d'un autre aspect, il y a le nombre de déplacés ne cesse de s'accroître. Même récemment, il y en a qui sont venus à Faladje, à Niamana. Comment les populations vivent-elles cette situation ? Alors, les populations vivent ces situations de façon dramatique. Vous pouvez même vous renseigner. Il s'est trouvé que certaines de ces populations vivaient en fait dans des marchés de bétail à un moment donné parce qu'ils n'ont pas d'habitation où aller finalement. Donc, en tant qu'être humain déjà, surtout en ces périodes de fraîcheur, on peut constater bien évidemment qu'ils vivent ces situations de façon déplorable. D'accord. Alors, M. Bokoum, à cause de l'insécurité, beaucoup de personnes ont quitté leur lieu d'habitation, tout pour venir à Bamako. Et à Bamako aussi, on est confronté à pratiquement, si je ne puisse me le permettre, à la même situation d'insécurité, de banditisme. Mais absolument. C'est pourquoi je dis que l'État n'existe même pas. On n'est pas dans un État. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes persécuté d'un côté, vous venez à Bamako, soi-disant la zone sécurisée entre guillemets, et ensuite vous vous trouvez, et comme il l'a dit, dans un marché de bétail. Mais où est l'État? Où est le ministère de la Solidarité? Où est le ministère de la Culture? Mais en tant qu'État responsable, vous avez... D'abord, ce n'est pas seulement que l'intérieur. Quand vous regardez, depuis que cette crise a commencé, on a déjà des déplacés à l'extérieur du Mali. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en parle même plus. Kidal, on n'en parle plus. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a un État qui essaie juste de faire de la communication. Quand vous parlez des mesures, ça me fait sourire. Mais de quelles mesures on nous parle? De mettre un nombre pléthorique de militaires, alors que la MINUSMA est attaquée il y a quelques jours. On nous parle de création de checkpoints. Mais ça veut dire quoi? On réfléchit comment par rapport à notre sécurité? Donc, la sécurité, il faut comprendre que c'est un ensemble de facteurs. Ce n'est pas que militaire. La première insécurité, c'est nous-mêmes qui sommes en insécurité les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est la première insécurité. L'autre insécurité, comme il a dit, elle est institutionnelle. Donc, quand vous avez une armée, même si aujourd'hui on nous paye tous les hélicoptères du monde, ou on nous amène toute l'armada, mais on ne peut pas être partout. Donc, il faut réfléchir au mécanisme, fondamentalement, je reviens encore sur la notion d'économie. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un mécanisme où il faut tenir compte de la géopolitique. Je reviens à l'assassinat de Kadhafi, à l'assassinat de Thomas Sankara, et Keba, qui a dénoncé le franc CFA, qui se trouve dans une difficulté énorme et qui est refusé même dans certains pays. Ça veut dire quoi? La France aujourd'hui nous assujettit par rapport à une situation économique réelle. Et ça, c'est le premier facteur d'insécurité. Donc, si nous voulons résoudre un certain nombre de problèmes, il faut que le problème de la monnaie, de l'économie de façon générale, soit bien défini. Le problème militaire que nous sommes obligés de traiter avec les Occidentaux parce qu'ils sont largement en avance par rapport à la technologie militaire. Il faut qu'on collabore avec eux pour que la stabilité et la sécurité viennent, mais ça ne devrait pas se faire au détriment des pays africains. Donc, dès lors que nos chefs d'État sont incapables de s'assumer et de discuter sérieusement notre problème en prenant la globalité de tous les problèmes que nous avons et que tout ça soit mis dans un panier de négociation en termes géopolitiques, donc nous aurons toujours du mal à assurer notre sécurité parce que nous ne pouvons pas avoir la sécurité sans une capacité d'observation de notre espace. Nous ne pouvons pas avoir de la sécurité sans un matériel efficace. Nous ne pouvons pas avoir la sécurité si nous ne parvenons pas à résoudre les problèmes économiques. Pour rejoindre M. Maïga... Oui. Vous venez de citer beaucoup de pistes de solutions tout de suite, mais quelle est la priorité? Ce que je vais vous dire tout de suite, le problème prioritaire, c'est l'économie. Je vais vous dire, toutes les guerres ont leur origine dans les crises économiques. Aujourd'hui, la guerre du Mali, supposée être une crise sécuritaire, l'histoire des Konna et toute cette mise en scène des Occidentaux pour nous effrayer, parce que c'est la politique du choc qui fait qu'aujourd'hui on nous effraie pour nous dire que si vous ne faites pas attention, en 24 heures on est à Bamako, mais qui a mis ces gens sur la scène pour nous obliger à négocier par rapport à nos ressources naturelles? Le vrai problème, il est économique. Donc c'est à nos chefs d'État de poser réellement les ressources sur la table et de négocier avec les Occidentaux pour si on veut avoir la paix. Ou autrement dit, il y aura toujours des coups d'État, il y aura toujours des guerres, les rébellions, c'est eux qui les organisent. Aujourd'hui, M. Maïga vient de dire tout à l'heure que le carburant coûte à peu près 300 francs dans la région du Nord. Ça veut dire quoi? Le carburant, les rebelles, ils l'ont.
les munitions, c'est pas nous qui les fabriquons, encore moins que la rébellion n'en fabrique pas. Les armes, ils viennent d'où? Voilà, Monsieur Bokoum, malheureusement, le temps nous rattrape. Il n'y a pas de problème. Oui. Monsieur Maïga, en termes de pistes de solutions. En termes de pistes de solutions, il faudrait qu'on n'invente pas la roue. On voit vraiment certains pays qui avancent. Je pense peut-être qu'au Mali, on n'a pas atteint notre point culminant pour pouvoir trouver la solution. Le Rwanda, je le recite encore comme exemple, parce que des choses graves se sont passées et ils ont pris conscience, ils ont eu un leader qui a compris qu'il fallait prendre des décisions courageuses pour y arriver. Et est-ce que cela est possible au Mali? Tout est possible parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas différents des autres et nous sommes capables peut-être de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, dans le monde, quand on essaie de s'inspirer, on essaie toujours de faire mieux que ce que tu imites aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tellement d'exemples de pays. Je donne l'exemple de quand les gens criaient sur la France avec l'affaire de Fillon, tout ça, on s'est dit mais ça se passe en France. Mais en Suède, les gens disent mais c'est pas possible en Suède. Un ministre, on a le droit de vérifier. Moi, en tant que population lambda, j'ai le droit d'aller sur le site du ministère des Finances et voir les comptes du ministre des Finances, de tel ministre, et de voir ses dépenses. Et c'est ça la transparence aujourd'hui. Et quand on arrive au moment où la chose, elle est simple si on veut la résoudre. Mais si on ne veut pas la résoudre, elle sera compliquée et on ne va jamais la résoudre. Et il faut qu'on atteigne le point culminant. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit très grave, peut-être. Et j'ai dit peut-être que ce n'est pas nous qui devrons le faire. Peut-être qu'il faut que ça soit très grave et que beaucoup de gens meurent et qu'il y ait une nouvelle génération qui naisse pour faire un nouveau pays. Mais en attendant cela, en attendant cela, il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui qu'on doit revenir sur les règles de base, l'éducation, la justice, et le vivre comme on le faisait autant. Avant d'être le Mali, on a été des royaumes, on a été des empires et on a vécu dans la paix et dans l'harmonie. Il n'y avait même pas très longtemps d'ailleurs. Oui. Alors, M. Diakité, oui. Alors, l'aspect économique a été souligné tout à l'heure par M. Bokoum. Je partage tout à fait ce point de vue. Mais je pense que l'économie aujourd'hui, l'économie des États dépend beaucoup de leur position militaire parce que c'est l'aspect militaire qui va protéger maintenant l'économie. Nous sommes dans un monde de mondialisation. Vous avez vu avec les États-Unis, avec la France et plus globalement avec l'Union européenne. Aujourd'hui, ces États-là sont en train de mettre en place également des moyens de défense militaire. Donc, il va falloir bien évidemment que l'État mette en place une armée qui soit structurée, capable de nous protéger. Et encore une fois de plus, l'armée sur le plan international, puisque notre crise, elle est aussi géostratégique, il faut que l'État essaye de développer aussi une politique de diplomatie assez offensive qui puisse nous permettre... N'est-il pas déjà le cas ou bien... Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le cas. Parce que si c'était le cas aujourd'hui, on allait sortir certainement de cette crise depuis bien longtemps. Donc je trouve que notre diplomatie, c'est pas une diplomatie assez offensive, capable de nous protéger et capable de nous apporter effectivement les moyens nécessaires pour nous garantir la sécurité. Ça c'est pour ce que je peux ajouter effectivement à ce qui a été dit tout à l'heure par les prédécesseurs. Par rapport maintenant aux pistes de solutions, oui, je pense qu'il faut rendre nos institutions encore beaucoup plus fortes. Et quand je dis institutions, c'est dans les deux sens, autant les normes juridiques et également les institutions en tant qu'établissement et en tant qu'organe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut de la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion financière. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable lorsque nous voulons un avancement dans ce pays. Et aussi, il faut aussi rendre notre démocratie encore beaucoup plus viable. Et je pense qu'à ce sens-là, dans ce sens-là, la décentralisation est une solution. Il faut une décentralisation avancée dans ce pays, puisque c'est à partir de la décentralisation que la démocratie locale deviendra une réalité. Donc là, je pense qu'en mettant ces mesures-là en place, nous pouvons espérer sur une solution. D'accord.
Oui, vous voulez juste... oui, malheureusement, le temps nous fait défaut. On dit 20 secondes, disons. Oui, non, en 20 secondes, je pense qu'il faudrait que nous tous, nous mettons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à l'écart et qui ne prennent aucune action pour pouvoir militer, pour faire en sorte que ça change. Il faut que tout le monde se réveille aujourd'hui pour pouvoir faire un éveil de conscience pour qu'on puisse aller de l'avant. Oui. Juste un mot, c'est juste dire, dans un état sérieux, on s'est dit où aller, quand aller et comment aller. En réalité, aujourd'hui, pour parler de tout ce dont on veut coordonner, il faut d'abord qu'on ait un objectif. Donc aujourd'hui, en termes de planification stratégique, l'État n'a pas de vision stratégique dans laquelle il faut développer quoi que ce soit. Donc on est dans des mécanismes où on essaie juste de résoudre un certain nombre de problèmes, mais sans une vision réelle. Une fois qu'on a une vision partagée avec l'ensemble de la population, comme il le dit, pour que nous soyons ensemble, que nous tous nous soyons ligués comme un seul homme pour aller vers un objectif, il faut que cet objectif soit communiqué, compris et partagé par tout le monde. D'accord, merci beaucoup, monsieur Bokoum. Cela me fait ce débat sur l'insécurité. Un grand merci à nos invités. Boubacar Bokoum, analyste. Al-Mustafa Maïga, j'ai dit sociologue. Si vous voulez bien nous rectifier encore une fois. Je suis docteur en pharmacie et docteur en virologie et je suis à l'hôpital Gabriel Touré, aussi très impliqué avec des débats et des consultations avec des socio-anthropologues. D'accord. Merci. Et monsieur Balan Diakité, chercheur au CRAPES. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde nous dirait, la régie est assurée par Salim Diouara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.